Le journal d'information présenté par Steve Nadjar. Bonjour Steve. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel bonheur de démarrer l'après-midi à vos côtés. Vous le savez, vous pouvez nous suivre sur notre application et en vidéo sur Facebook Live. 3 titres à la une de ce jeudi 16 juillet. Un nouveau confinement qui se rapproche en Israël. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, évoque une décision sur la question d'ici 3 ou 4 jours. Des mesures devraient être annoncées dans la soirée en Israël. Les derniers chiffres de l'épidémie dans cette édition. Sur le plan économique, les Israéliens vont pouvoir un peu respirer. Benjamin Netanyahou a annoncé hier soir de nouvelles aides pour les ménages, une décision qui ne fait pourtant pas l'unanimité. On écoutera le Premier ministre dans un instant. Et puis on évoquera également les déclarations d'un autre Premier ministre dans ce journal, celui de la France. Jean Castex accélère sur le port obligatoire du masque dans les lieux publics. Emmanuel Macron avait évoqué la date du 1er août. Ça sera finalement dès la semaine prochaine. Et puis l'invité de cette édition sera l'économiste Marc Toiti. Au menu, le plan de relance de l'activité en France dévoilé hier par Jean Castex à l'Assemblée nationale lors de son discours de politique générale. Radio J. C'est très probablement ce soir que seront annoncées les nouvelles mesures sanitaires contre le coronavirus en Israël. Une réunion d'urgence se tiendra tout à l'heure en présence des membres du gouvernement Netanyahou et de responsables du ministère de la Santé et du Conseil de sécurité nationale. De nouvelles annonces devraient être faites donc dans la soirée. On évoque déjà la limitation des rassemblements à 10 personnes, la fermeture des plages, des synagogues ou encore des maisons d'études, les yeshivot. L'accès au commerce et au transport public pourrait également être réduit dans les prochains jours. Autre piste possible, celle présentée hier lors d'une autre réunion, la mise en place d'un couvre-feu nocturne entre 21h et 6h. Du côté du ministre de la Santé, on ne se fait pas d'illusions. À moins d'un miracle, un confinement est inéluctable d'ici 3 à 4 jours selon Yuli Edelstein. Même tonalité chez Benjamin Netanyahou. La deuxième vague est là, constate le Premier ministre. Deuxième vague dont nous parlons tout le temps, cette vague est déjà arrivée à nous. Nous lutterons contre lui avec détermination. Nous lutterons contre lui dans l'unité. Benjamin Netanyahou qui s'exprimait hier soir lors d'une conférence de presse, fragilisé par les critiques de plus en plus pressantes de l'opinion publique. Le chef du gouvernement d'urgence a mis sur la table hier 6 milliards de shekels, soit un peu plus d'1,5 milliard d'euros. Tout le monde est servi, chaque famille recevra dans les prochains jours un virement de la caisse d'assurance nationale, 2000 shekels pour un couple avec un enfant, 2500 pour 2 enfants et 3000 pour 3 enfants et plus. Par ailleurs, toute personne âgée de plus de 18 ans bénéficiera d'une aide de 750 shekels, soit environ 190 euros. Objectif, relancer l'économie. Petit cours de keynésianisme par Benjamin Netanyahou. Pourquoi nous donnons cet argent ? Nous avons besoin de stimuler l'économie. Les gens restent à la maison. Ils ne consomment pas. Quand on leur donne cet argent, ils consomment. Cela encourage la dépense, ils vont consommer. Et à partir du moment où ils vont consommer, les affaires se développent, elles ont besoin d'engager du personnel. Voilà pour les principaux éléments de ce plan. Pour les commentaires, écoutons tout de suite la revue de presse israélienne de Daniel Haïk, un partenariat avec Studio Kalita. La presse israélienne commente ce matin assez abondamment la dernière décision annoncée hier soir par Benjamin Netanyahou et par son ministre des Finances Israël Katz d'accorder à tout citoyen israélien, sans la moindre distinction, sans le moindre critère, une prime de 750 shekels s'il est seul, de 3000 shekels s'il est membre d'une famille formée d'un couple et de 3 enfants. Ma'anak lekulam, une prime pour tous, titre le Israël Hayom ce matin dans sa manchette sur une photo de Benjamin Netanyahou lors de son dernier briefing hier soir. Cela coûtera 6 milliards de shekels à l'État et c'est destiné, a dit le Premier ministre, à s'en servir pour consommer et ainsi doper l'économie israélienne sur la voie d'une relance. Le Israël Hayom fait aussi en sous-titre état de l'opposition des indépendants qui ne comprennent pas pourquoi des Israéliens aisés devraient recevoir une telle prime au détriment de ceux qui sont plongés dans la détresse sociale, comme l'a montré hier. Donc ces indépendants sont farouchement opposés à une telle initiative. Mais c'est Benjamin Netanyahou qui a finalement tranché hier, comme l'annonce le Yediot Aharonot, qui lui aussi consacre sa manchette à cette mesure, ou plus exactement à ses répercussions. Nous allons payer pour ce geste-là, affirme le quotidien israélien. Et c'est Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du Yediot, écrit ce matin « Tout étudiant en économie débutant sait pertinemment
ce que M. Netanyahou semble déjà avoir oublié, que distribuer de l'argent cash comme cela ne peut en aucun cas être assimilé à de l'économie juste, car au lieu de consommer comme le veut Netanyahou, eh bien les riches économiseront cet argent dont ils n'ont pas besoin. Et le Yediot Ahronoth nous montre en une caricature de Binyamin Netanyahou déguisé en pompier dont la lance à eau asperge non pas de l'eau mais des shekels dans le feu de la crise du coronavirus. Merav Batito, en page 2 du Yediot Ahronoth, dans la colonne de l'éditorial central, qualifie cela de prime du silence. Cette décision prouve que le gouvernement est totalement déconnecté du peuple. Ce n'est pas un programme économique, c'est de l'opium pour ce peuple israélien, écrit-elle. Gad Lior, l'un des principaux journalistes économiques du Yediot, se demande s'il s'agit d'une prime indispensable ou bien plutôt d'un geste populiste de la part du Premier ministre. Le Haaretz, sous la plume de Sami Peretz, se montre très sévère envers M. Netanyahou. Il est en train de distribuer des pots de vin au public et ne fait montre d'aucun courage face à l'ampleur de la crise économique. Le Haaretz qui écrit que la protestation civile est là pour rester et qu'elle se maintiendra même, selon lui, après le départ de Binyamin Netanyahou. Le site Ynet se fait l'écho lui aussi du mécontentement des indépendants, des chômeurs, mais aussi de certains membres de la coalition gouvernementale qui eux aussi ne comprennent pas pourquoi les Israéliens qui gagnent convenablement leur vie devraient recevoir la même prime que ceux qui sont dans la difficulté. Parmi ces membres de la coalition, le député orthodoxe Moshe Gafni, qui est le président de la puissante commission des finances et de la Knesset, qui ne comprend pas pourquoi il faut offrir de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Le plan de relance présenté hier soir par Benyamin Netanyahou fait donc, vous l'avez entendu avec Daniel Haïk, la une des médias, mais concrètement, il n'est pas encore acté. Plusieurs voix importantes ont exprimé en effet des réserves quant à ses bénéficiaires. Le gouverneur de la Banque d'Israël, par exemple, Amir Yaron, suivi par le ministre des Affaires étrangères israélien Gabi Ashkenazi de Kahol Lavan. Ils estiment tous les deux que ces aides devraient parvenir en priorité aux familles les plus pauvres. De son côté, Benyamin Netanyahou estime, lui, que le temps presse et qu'il faut inonder l'économie de liquidité. Le chef du Likoud, qui suit également de très près la poussée de colère dans l'opinion publique israélienne, dans des secteurs plus larges que dans le passé. Je vous propose d'écouter l'analyse du politologue israélien Denis Charbit et répondez ce matin aux questions de Pascal Sunshine. Alors, ceux qui descendent dans la rue, je dirais que c'est deux secteurs différents de la population israélienne. Le premier, c'est celui qui déjà depuis quelques années est systématiquement contre le gouvernement Netanyahou, y compris les précédents, contre le fait même qu'un Premier ministre soit inculpé et qu'il ne démissionne pas. C'est ceux qui s'inquiètent. On va dire ça rapidement, ceux qui s'inquiètent de l'état de droit en déclin. Et quand on voit d'ailleurs la violence des dernières manifestations, on peut s'interroger effectivement sur ce qui se passe, puisqu'Israël est connu pour mener des manifestations dans un calme. Enfin, je veux dire, la police est présente, mais il se passe en général pas grand-chose. Ça n'a pas été le cas dans les jours derniers. Ça, ce sont la première tendance, si vous voulez, de ceux qui manifestent régulièrement. Et puis, vous avez une autre, et là, c'est directement lié à la crise, qui, comme on le sait, frappe de plein fouet les classes moyennes. Les classes moyennes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les commerçants, les artisans, les indépendants, ceux qui ne sont pas salariés, ceux qui ne font pas partie de la fonction publique, et qui sont, il faut le dire, le pilier, le bastion de ceux qui votent pour Netanyahou et qui estiment que la politique qu'il mène, surtout depuis 2-3 semaines, depuis le retour de la crise, estime que voilà, ils ne sont pas entendus, les mesures qui sont prises apparaissent toujours dérisoires et donc protestent. Alors, ce que je constate, c'est que ces deux tendances-là ne se rejoignent pas ensemble. On a pu les trouver ça et là dans quelques manifestations, mais je dirais elles ne font pas encore corps, elles ne se mélangent pas encore, et c'est ce qui permet d'une certaine manière au gouvernement de tenir encore. Mais ce qui est clair, et c'est ça qui a peut-être surtout changé, c'est que quand bien même le nombre des manifestations n'est pas énorme, et il ne l'est pas d'ailleurs entre autres à cause des restrictions. Certains, à juste titre, ont peur de se rendre sur ces manifestations et de contracter le virus. Et donc le résultat, eh bien, c'est que la tension est forte et surtout elle est soutenue par d'autres secteurs. Il y a un troisième secteur qui apparaît. Vous voyez, et tout ça ne manifeste pas ensemble. Ce sont les orthodoxes qui estiment qu'ils ont droit
un traitement de défaveur, si je puis dire. Et donc voilà, ça fait donc de plus en plus de monde, dont encore une fois, au moins 2 secteurs sur les 3 que l'on ne voit pas traditionnellement manifester. Le politologue Denis Charbit. Je vous disais tout à l'heure que de nouvelles restrictions seront probablement annoncées ce soir, conséquence des derniers chiffres de l'épidémie dans le pays. 1780 nouveaux cas positifs diagnostiqués en 24 heures et surtout un taux de contamination qui atteint des sommets. Plus de 6% des personnes dépistées se révèlent positives, une proportion très élevée. On compte aujourd'hui 24 234 cas actifs en Israël et 380 morts depuis le début de la crise. Israël qui est donc engagé dans une course contre la montre pour éviter un nouveau confinement général. Si cela devient de plus en plus difficile, c'est encore possible. C'est en tout cas ce que nous explique notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. D'abord, l'état des lieux. Il y a un mois, on recensait en Israël 3000 malades du Covid. Au début de cette semaine, on a dépassé les 21 000. À la mi-mai, 0,4% des tests étaient positifs. Aujourd'hui, on en est à 6,5% de tests positifs, soit une personne dépistée sur 15 qui est porteuse de la maladie. Une proportion que l'on n'avait pas atteinte lors de la première vague épidémique. Quant au nombre de malades graves, même s'il reste bas en apparence, environ 180, dont un peu moins de 60 en réanimation, c'est tout de même une hausse de 600% en 5 semaines pour les malades graves et de 130% pour les patients sous respirateur. On comprend que cela commence à faire beaucoup de voyants clignotants sur les projections de saturation des hôpitaux. Israël, comme le reste du monde, avait décidé lors de la première vague de coronavirus de placer sa population en confinement pour permettre à son système hospitalier de tenir la charge. Le problème se repose à nouveau, même si personne ne veut revenir à la paralysie de l'activité économique du printemps dernier. Quand Israël était entré en confinement, son économie était en bonne santé, son taux de chômage frôlait le plein emploi et son déficit était dans les clous. Depuis, le déficit public a plongé à 11%, la croissance est passée en négatif, le pays compte 1 million de chômeurs et l'économie a perdu plus de 30 milliards d'euros. On peut comparer Israël à un patient dont l'organisme a été affaibli par une première attaque, mais dans le même temps, les médecins du confinement, qui sont restés au chevet de l'économie durant la première vague épidémique, ont appris de leurs erreurs et progressé dans le traitement. Pour plus d'efficacité et moins d'effets secondaires, le confinement doit être plus ciblé. Seules les activités qui génèrent des rassemblements et de la proximité devraient être totalement arrêtée et surtout elle devrait l'être sur des critères identiques pour tous. Ce qui vaut pour une boîte de nuit vaut pour une yeshiva et inversement. En revanche, il faut aider un maximum de secteurs qui fonctionnent sans contact avec le public ou qui peuvent contrôler le flux de public à maintenir leur activité. Selon les hauts fonctionnaires qui ont été en charge de la première vague de Covid, il devrait être possible de ne fermer que 5 à 6% de l'activité économique totale contre plus de 35% lors du premier confinement, et ce, à condition de maintenir des consignes d'hygiène rigoureuses. Cela veut dire une discipline et une coopération totale du public, et donc une complète relation de confiance. Or, on le sait, la confiance est pour l'instant la valeur qui a été le plus atteinte par cette nouvelle vague épidémique. Pour que cela fonctionne, et que ceux qui se retrouveront du mauvais côté du confinement acceptent leur sort, il faut qu'ils soient assurés d'être indemnisés totalement pour leurs pertes et leur manque à gagner, exactement comme le sont les entreprises sinistrées par des catastrophes naturelles ou en temps de guerre, par un fonds d'indemnisation spécialement dédié. Cela veut dire indemniser moins de monde, mais dédommager plus largement ceux qui seront impactés directement ou indirectement. Tous ces outils existent, il faut juste se dépêcher de les activer. Pascal Sunshine depuis Jérusalem. 14h15, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du Journal Magazine. On retrouvera notre invité, l'économiste Marc Toiti. Vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite. Oui, Raphaël, avec l'actualité en France pour démarrer cette deuxième partie. On l'attendait pour le 1er août, après l'interview du 14 juillet du président de la République. Il faudra finalement s'y soumettre plus tôt. Le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Annonce ce matin du Premier ministre Jean Castex au Sénat, alors que la situation est jugée problématique en Mayenne et inquiétante en Nouvelle-Aquitaine. À Paris, les signaux restent faibles pour l'instant. On écoute Jean Castex. Nous envisagions une entrée en vigueur de ces dispositions le 1er août, parce qu'encore une fois, nous agissons dans une logique préventive et pas sous l'empire de l'urgence. J'ai entendu et compris
que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations, le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine. Jean Castex, ce matin devant les sénateurs, après avoir tenu hier son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, une intervention marquée notamment par le dévoilement d'un plan de relance de plus de 100 millions d'euros. Et pour en parler, nous sommes maintenant en ligne avec l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le président du cabinet AC-Défi. Marc Toiti, que retenez-vous du plan précisé hier par le Premier ministre ? Est-ce que vous retenez les 40 milliards pour l'industrie ou le soutien à la rénovation thermique ? Alors bon, je dirais que le vrai enjeu, d'ailleurs c'est 100 milliards, parce que vous avez dit 100 millions tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Oui, pardon, 100 milliards, oui, tout à fait. Il n'y a pas de mal. Ça peut paraître grosse beaucoup, différence. Voilà, oui, il manque un zéro, enfin il y a plusieurs zéros même. Ça peut paraître beaucoup effectivement, mais je dirais le vrai enjeu, c'est que il nous manque une vraie stratégie. C'est-à-dire que bien sûr c'est important d'éteindre l'incendie, c'est important de soutenir l'emploi, mais ça reste quand même beaucoup d'aide à l'emploi. Et ce qu'on attendait vraiment, c'est plutôt une dynamique sur l'investissement des entreprises, sur l'innovation. Et là, on reste un peu sur notre faim. Il y a également quelques déceptions. Par exemple, on ne va pas supprimer la taxe d'habitation comme c'était annoncé. Donc c'est vrai qu'on n'augmente pas les impôts, mais finalement on les baisse pas, donc ça revient au même. Et puis c'est vrai qu'on attendait également des mesures peut-être un peu plus concrètes pour les ménages. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est bien, encore une fois, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on fait ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire qu'on injecte ce que j'appelle cette valse des milliards. Donc c'est vrai que ça paraît complètement énorme. Je rappelle qu'on a déjà injecté dans l'économie, l'État a injecté dans l'économie 460 milliards, donc plus 100, ça fait 560. C'est des sommes complètement folles. Et évidemment, ceci, il faudra bien le payer un jour. C'est-à-dire que ça va augmenter la dette publique. Et on sait très bien que comment on fait pour rembourser la dette publique. Certains disent on ne la remboursera jamais. Ça, c'est complètement faux. Ça ne s'est jamais vu, sauf en temps de guerre. Et espérons qu'on évitera ça. Mais c'est vrai que généralement, pour rembourser la dette, à moyen terme, même pas demain, mais il faut soit augmenter les impôts, soit avoir une forte inflation. Et ça, c'est effectivement extrêmement dangereux. Donc, mais Marc Toiti, vous pensez que cette question de la dette publique est encore pertinente en cette période de crise très forte mondiale ? Non, mais le problème, c'est qu'encore une fois, tout le problème de la dette, c'est pas son niveau. Le problème de la dette, c'est ça, ce qu'on appelle la soutenabilité. C'est-à-dire, est-ce que cette dette va générer suffisamment de croissance, au moins pour payer les échéances, effectivement, chaque année de la dette ? Parce que même si les taux d'intérêt sont très bas, il faut savoir que chaque année, l'État français dépense à peu près entre 35 et 40 milliards d'euros juste pour les échéances de la dette. Donc c'est quelque chose d'assez lourd. Donc si on n'a pas de croissance économique à l'arrivée, évidemment, ça sera particulièrement douloureux. Donc c'est ça le vrai enjeu. C'est vrai que quand il y a le feu, il faut éteindre l'incendie. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais il faut quand même une stratégie. C'est-à-dire que on parle souvent du plan Marshall, par exemple, ou du New Deal de Roosevelt aux États-Unis après le crack de 29. Mais à l'époque, il y avait une stratégie justement sur l'innovation, sur l'investissement. Là, on reste un peu effectivement sur notre faim. Donc c'est ce qui est un petit peu problématique. Maintenant, c'est vrai que le vrai enjeu également, c'est qu'on oublie aussi les vraies réformes de fond de la France, notamment en termes de baisse des impôts. Là, on les baisse pas. Donc malheureusement, on reste numéro 1 mondial des impôts, d'ajustement de la dépense publique. Alors c'est vrai que M. Castex en a parlé. Il a repris d'ailleurs un de mes articles dans lequel il disait que il faut pas faire de l'écologie, de la décroissance, mais plutôt de la croissance écologique. Effectivement, ça c'est un bon argument. Donc il y a des bonnes choses. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Mais néanmoins, on reste quand même sur notre faim en termes de stratégie pour l'avenir. On est plus sur du colmatage de brèches que sur une vraie stratégie économique. Et ça reste, Marc Toiti, selon vous, insuffisant alors que le président de la République, et c'est ce qu'a confirmé également hier Jean Castex, évoque une hausse importante du chômage dans les prochains mois en France. Alors voilà, le problème c'est que c'est pas insuffisant d'un point de vue du montant. Le montant 100 milliards d'euros encore, c'est pas mal, c'est énorme, même énorme. Le problème c'est que c'est pas forcément alloué là où il faut. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme il y a 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, on va créer 700 000 emplois aidés. Donc les emplois aidés, on sait très bien que c'est pas ça qui fait vraiment baisser le chômage. Ce que veulent les jeunes, c'est des vrais emplois, bien entendu. Et des vrais emplois, ils viennent avec la croissance économique. Donc c'est ça qu'il faut favoriser davantage. Et comment on favorise ça ? En baissant les charges qui pèsent sur les salaires, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est numéro 1 mondial également des charges patronales sur les salaires. C'est 26,5% du salaire brut. Donc c'est assez énorme. Voilà. Ça, on aurait pu faire une petite aide, pas seulement sur les jeunes, mais pour tout le monde, pour créer une dynamique de croissance, une dynamique d'investissement, et c'est ça qui va créer des emplois, mais pas des emplois aidés, des vrais emplois. Donc, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement, Marc Toiti, craignait des effets d'aubaine ?
Alors disons que on l'a vu avec le chômage partiel, et malheureusement il y a eu des phénomènes comme vous l'avez bien dit, il y a également eu des fraudes, etc. Donc c'est ça où on risque justement de dépenser beaucoup avec une efficacité économique et sociale qui ne sera pas énorme. Donc c'est tout le problème de la dépense publique en France depuis des années. Je rappelle que la France est un pays formidable de ce point de vue-là, puisque on est numéro 1 mondial des dépenses sociales, 32% de notre PIB, numéro 1 mondial des dépenses publiques, 56% de notre PIB. Et bien là, avec la crise, ça va bien sûr encore augmenter. Et malgré tout ça, on voit qu'on a une croissance molle, on a un chômage élevé, parce que justement, ces dépenses publiques, elles sont là, il en faut, mais elles sont mal allouées. Il faut mieux allouer ces dépenses publiques, et à ce moment-là, ça permettra de les rendre plus efficaces, et donc justement de générer plus de croissance, et surtout, c'est ce qui va avec, plus d'emplois, parce qu'il n'y a pas d'emploi sans croissance. Donc c'est ça le vrai enjeu, c'est d'avoir une croissance plus dynamique, et des emplois également, des vrais emplois, pas des employés, des vrais emplois, qui soient également plus dynamiques et plus vigoureux. Marc Toiti, certains de nos auditeurs envisagent peut-être, comme beaucoup de Français, d'engager un nouveau projet immobilier dans les prochains mois. Est-ce qu'il faut s'attendre à un maintien des taux d'intérêt assez bas à court terme ? Alors, tout le problème là, c'est qu'effectivement, les taux d'intérêt aujourd'hui, ils restent bas parce que la Banque Centrale Européenne maintient des taux d'intérêt très bas. Elle fait également ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire qu'en gros, elle finance les dettes publiques, donc ce qui maintient des taux d'intérêt extrêmement bas. Mais attention, les banques ont pris de plus en plus de risques pendant cette crise. C'est vrai qu'il y a eu des taux garantis par l'État, c'était à hauteur de 90%, donc les 10%, c'est un risque supplémentaire pour les banques. Il va malheureusement avoir beaucoup de faillites, de personnes au chômage, etc. Donc, ça veut dire qu'il va avoir des créances douteuses. Il faut savoir qu'avant même la crise, on avait en France, par exemple, 140 milliards de créances douteuses dans les banques. Ça veut dire des créances qu'on n'est pas sûr de récupérer. Donc imaginez maintenant, évidemment, ce matelas de créances douteuses va encore augmenter. Donc ce qui veut dire que, de ce point de vue-là, les banques sont obligées de répercuter ce qu'on appelle l'augmentation du coût du risque sur les coûts de crédit. Donc les banques vont devenir un peu plus rigoureuses dans l'octroi de crédit et peut-être augmenter également un petit peu les taux d'intérêt des crédits. Donc c'est sûr que ça va pas rester éternellement à ce niveau-là. Donc pour le particulier... S'il faut acheter, c'est maintenant. Voilà, deux solutions. Voilà. Si on est locataire, il faut acheter, bien entendu, quoi qu'il arrive. Par contre, si c'est juste pour de l'investissement, il faut savoir que les taux vont augmenter et surtout, je pense que les prix vont baisser parce que, on le voit, malheureusement, il y a de plus en plus d'offres. C'est-à-dire que certains vont devoir vendre, malheureusement, leur logement pour avoir du cash, pour, arrondir les fins de mois, entre guillemets, pour faire face à la crise, faire face au chômage. Alors que de l'autre côté, la demande, comme les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, comme les banques sont plus rigoureuses, la demande va baisser. Donc, ce qui fait que si l'offre augmente et la demande baisse, les prix baissent. Et donc, c'est ce qui va se passer chez l'immobilier français. Y compris, Marc, sur des marchés assez tendus comme le marché immobilier parisien ? Alors évidemment, il y a toujours des petites niches, c'est sûr, sur le marché parisien notamment, qui sont alimentées parfois par certaines catégories de la population. C'est sûr, ça risque de jouer encore, mais quand même, le fond de l'air, entre guillemets, la vague de fond, elle est assez plutôt négative. Alors, là aussi, il ne faut pas avoir peur. Une baisse des prix de l'immobilier, c'est pas forcément grave. Au contraire, que lorsque les prix baissent, ça permet justement de resolvabiliser la demande. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas aujourd'hui acheter parce que c'était trop cher. Si demain, les prix ont tendance à baisser, là, ils vont pouvoir revenir sur le marché. Donc, ça va créer une dynamique du marché. Donc, il ne faut pas avoir peur de la baisse des prix. Bon, sauf pour ceux qui viennent d'investir, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Mais à long terme, l'immobilier reste quand même un bon placement. Donc, ce qui veut dire que ça serait bien justement qu'on ait ce dégonflement de bulle, que les prix baissent un peu pour justement permettre au marché de revenir plus dynamique. C'est ce qui pourrait nous arriver dans les prochaines années. Un dernier mot rapidement, Marc, sur l'économie israélienne. Benjamin Netanyahou, on en a parlé tout à l'heure, a présenté hier un plan d'aide massif à la population et aux ménages en particulier. Est-ce que ça vous semble suffisant pour lutter contre cette crise économique qui s'accompagne d'une crise sanitaire en Israël ? Le problème, c'est qu'en fait, Israël dépend beaucoup de l'international en termes de dynamique. Et donc là, il n'y a plus de voyages, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'échanges internationaux, très très peu. Donc ça pèse également très lourd effectivement sur l'économie israélienne, qui a déjà eu un très fort confinement. Là, il risque de reconfiner de nouveau certaines villes, etc. Donc ça peut coûter cher malheureusement à l'économie israélienne. Donc il faut espérer qu'il n'y aura pas de second confinement. Ces aides, évidemment, c'est un peu comme la France, c'est bien sur le court terme, mais très souvent, si on ne peut pas consommer ou si on a peur de l'avenir, ces aides viennent gonfler l'épargne, c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Ça ne vient pas injecter dans le circuit économique, ça ne vient pas soutenir l'activité économique. Donc voilà. Et de ce fait, Marc, est-ce qu'il est préférable, comme le préconise le gouverneur de la Banque centrale israélienne ou encore certains membres Carol Havan de la coalition, en fait, de flécher ces aides vers les foyers les plus modestes qui évidemment auront besoin de consommer une grande partie de cette aide?
Tout à l'heure, c'est le gros problème d'Israël. C'est que je parlais tout à l'heure des aides publiques en France, des aides sociales. C'est 32% du PIB. En Israël, c'est 11%, 12%. Donc la marge est grande. C'est-à-dire qu'il y a du boulot à faire, effectivement, d'un point de vue social. Et vous l'avez bien dit, sur bien sûr les personnes les plus défavorisées. Sachant qu'en Israël, c'est pas comme en France. Ouais, en France, là, on a dépensé sans compter. Les salariés qui n'ont pas été travaillés ont eu 80% de leur salaire, même 84% de leur salaire. En Israël, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est sûr qu'il faut bien entendu un peu plus de social aujourd'hui. Et il y a de la marge parce qu'ils sont très très loin, par exemple, de la France, mais pas seulement d'autres pays européens également. Donc il faut espérer qu'il y aura une réallocation sans bien sûr augmenter les impôts, parce que si ça mise à augmenter les impôts, ça sera comme en France, ça va casser l'activité. Donc c'est vrai que c'est un challenge assez douloureux. Le vrai enjeu, c'est de savoir ce que la croissance va redémarrer. Et c'est vrai que, on le sait, Israël dépend beaucoup, je l'évoquais, du commerce extérieur, du tourisme, de la high-tech également. Alors pour la high-tech, pour l'instant, ça se maintient, mais combien de temps là aussi, si les Israéliens ne peuvent plus voyager ou plus personne ne peut rentrer en Israël, c'est vraiment effectivement un gros problème qui va coûter cher sur pas mal d'années, sans parler des compagnies qui ont de graves difficultés, type Elal, etc. Et donc l'État va devoir, je dirais, financer, va devoir aider. Donc là aussi, pour l'instant, on sait que l'argent paraît gratuit, mais ça ne pourra pas durer éternellement. De toute façon, tôt ou tard, il faut payer la facture. Donc voilà, le seul moyen de payer la facture, c'est de générer une croissance plus forte. C'est vrai que pour Israël, pour la France, pour tous les pays du monde. Donc ça dépendra de la capacité justement à l'économie israélienne de redémarrer, de réinvestir, de consommer. Et globalement, on peut quand même rester optimiste, sauf si bien sûr le confinement revient et si on bloque le pays. Alors évidemment, n'importe quel pays d'ailleurs ne pourrait pas s'en sortir d'une deuxième vague de confinement. Ça serait évidemment dramatique, puisque là on a un petit peu sorti la tête de l'eau. S'il y a un deuxième confinement, on va replonger la tête de l'eau et là, ça peut être dramatique, malheureusement, pour tous les pays qui seront confrontés à cette triste situation. Merci beaucoup, Marc Toiti, d'avoir été mon invité cet après-midi. À très bientôt sur Radio J. À bientôt. Nous évoquions hier dans le journal les déclarations polémiques de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV à propos de la responsabilité, semble-t-il, des Juifs dans la mort de Jésus. Réaction ce matin sur Radio J du député UDI Meir Habib. Il répondait aux questions de Gabriel Attal. Soit c'est un nouveau dérapage Jean-Luc Mélenchon, il l'a fait en passant comme ça dans une interview sur BFM. Le souci avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essai. C'est que lorsque son ami Corbyn a perdu en Grande-Bretagne, il accusait les Juifs, il accusait Benjamin Netanyahu, le grand rabbin de Londres, d'Angleterre, d'être responsable, alors que les Juifs en Grande-Bretagne, c'est 0,3% de la population. En 2014, pendant une opération protectrice à Gaza, il avait accusé Tsahal et l'armée de nazis, etc. Donc, il n'est pas du tout à son coup d'essai. Ce qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est qu'il dit je ne suis pas sûr que Jésus ait été crucifié, mais par contre, il est sûr que ce sont ses compatriotes, c'est-à-dire les Juifs, qui l'ont crucifié. C'est-à-dire que les Juifs sont coupables. Quoi qu'il arrive, c'est ancré au plus profond de lui. Il est dérape comme à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Le faisait régulièrement, et il y a un parallèle incroyable aujourd'hui entre cette extrême droite traditionnelle représentée à l'époque par Le Pen et aujourd'hui Mélenchon qui se défend d'être antisémite, mais qui a toutes les caractéristiques d'un antisémite, même s'il s'en défend. Le député Meir Habib ce matin sur Radio J. Les comptes Twitter de grandes entreprises et personnalités hackés, l'un des piratages les plus importants connus sur Twitter ces dernières années. Des dizaines de tweets massivement partagés ont fait la promotion d'une arnaque Bitcoin qui a déjà rapporté plus de 100 000 € à son créateur. Plusieurs personnalités et marques avec des comptes certifiés à plusieurs millions de followers, dont Barack Obama, Joe Biden ou encore Bill Gates, ont publié un tweet encourageant au don de Bitcoins. Un mot avant de se quitter sur la météo avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Steve. Alors que les nuages sont toujours là cet après-midi en France. Alors aujourd'hui en Ile-de-France, beaucoup de passages nuageux avec 22 degrés cet après-midi à Paris. Des nuages qui vont planer sur une grande partie du territoire ce jeudi. À Strasbourg, les imperméables seront de rigueur avec 18 degrés. Un ciel gris également dans la vallée du Rhône avec 25 degrés à Lyon. De belles éclaircies tout de même du côté de Deauville avec 21 degrés cet après-midi. Bordeaux restera sous les nuages aujourd'hui avec 23 degrés. Un temps plus clément pour le pourtour méditerranéen avec 27 degrés à Cannes
et 33 à Marseille. Beaucoup de nuages donc Alexandra pour cet après-midi. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour ce week-end ? Est-ce qu'on peut déjà sortir sa serviette et sa crème solaire ? Eh bien Steve, demain des températures plus estivales sont attendues dans l'Hexagone avec 27 degrés à Antibes et 24 degrés du côté de Toulouse par exemple. C'est un très beau week-end qui nous attend puisque la grisaille sera chassée par un très beau soleil partout en France. Alors je retiens 27 degrés à Antibes. Un mot du mercure maintenant en Israël. Il fait chaud et beau. En Israël, pas un nuage à l'horizon, Steve, avec 31 degrés à Jérusalem et Tel Aviv cet après-midi, 27 degrés à Haïfa et tenez-vous bien, 40 degrés à Eilat. Des températures qui devraient rester stables pour ce week-end. Merci Alexandra. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h avec le Flash. Excellent après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Portez-vous bien. Radio J, 94.8.